Bienvenue dans la salle de situation, l'émission où vos questions servent à explorer les multiples aspects inquiétants du monde. Je suis Simon. Et cette semaine, nous commençons par une plongée approfondie dans la tendance croissante des plateformes de médias sociaux chinoises qui se répandent à travers le monde. Même si vous avez peut-être vu en ligne que la Chine met en place son propre groupe Wagner, la réalité est un peu plus nuancée que cela. Et honnêtement, c'est plus intéressant. Nous faisons aussi le point sur la menace qui pèse sur les démocraties mondiales. Petit spoiler, ce n'est pas très rassurant. Comme d'habitude, les repères temporels sont ci-dessous, et il y aura quelques questions amusantes sur l'histoire à la fin. Passons maintenant au sujet principal, l'utilisation croissante des plateformes de médias sociaux par la Chine, d'accord. Notre question principale de la semaine vient de Fragment 777, avec les investissements continus de la Chine dans le cadre de son initiative La ceinture et la route dans des pays souvent instables, et la réticence de la République populaire de Chine à déployer des forces militaires traditionnelles dans ces régions. Pour plusieurs raisons. Devons-nous nous attendre à voir une augmentation des plateformes de médias sociaux chinoises appartenant à l'État et de leur capacité, similaire au groupe Wagner russe et maintenant à Africa Corps ? La réponse courte à cela est oui. Actuellement, la Chine est déjà bien engagée dans la création d'un réseau de sociétés de sécurité privées et de groupes de mercenaires. Et elle déploie ces groupes partout dans le monde, là où les projets chinois de la ceinture et la route et d'autres investissements majeurs doivent être protégés. Comme l'a expliqué un rapport du Centre d'études stratégiques et internationales dès janvier 2022, citation. On estime que 20 à 40 sociétés de sécurité privées chinoises opèrent à l'étranger dans une quarantaine de pays, tandis qu'en Chine, plus de 7000 sont actives sur le territoire national. Fin de citation. Maintenant. Depuis la rédaction de ce rapport, l'arsenal de sociétés de sécurité privées dans de la Chine n'a cessé de croître à mesure que l'influence mondiale de la Chine s'enracine de plus en plus profondément. Cependant, c'est la réponse longue qui devient vraiment intéressante. Pour comprendre comment les groupes paramilitaires et mercenaires privés chinois agissent, il faut d'abord noter que l'approche chinoise diffère radicalement de celle de la Russie. Alors que Moscou a un amour bien documenté pour les mercenaires obscurs et lourdement armés qui parcourent pas le monde sans se soucier des conséquences de leurs actes, la Chine adopte une approche beaucoup plus réfléchie et ne s'appuie pas sur un seul type d'acteur non étatique. Si l'on parle de l'utilisation de mercenaires par la Chine, il faut mentionner 3 groupes d'opérateurs distincts. Les sociétés de sécurité privées chinoises, les unités armées, sous le contrôle des États vassaux de la Chine, et les mercenaires étrangers, qui collaborent avec la Chine afin de poursuivre des objectifs communs. Les sociétés de sécurité privées chinoises ressemblent aux groupes de mercenaires internationaux, mais ont une spécificité. À pratiquement aucune exception près, la Chine préfère que toute société de sécurité privée pouvant être facilement rattachée à Pékin évite strictement de s'engager dans des confrontations militaires. Ces groupes ne mèneront pas le changement contre les insurrections locales, ni n'accompliront le travail que les soldats du pays partenaire devraient faire eux-mêmes. Il arrive que des entrepreneurs de sécurité chinois aient de petites escarmouches en cas de menace directe. Mais leur objectif principal est de protéger à la fois les actifs économiques de la Chine et les groupes de ressortissants chinois fortement concentrés ou particulièrement vulnérables. Pour cela, ils mènent des opérations de sécurité, armées ou non, et contrôlent seulement les actifs de Pékin avec leur personnel, sans recourir à un partenaire international. Ils fournissent des opérations de conseil avec les gouvernements partenaires, renforçant ainsi ces nations hôtes afin de s'assurer que leurs actifs ne risquent pas d'être menacés. Et ils fourniront parfois un soutien logistique ou des services de formation. Leur objectif est d'être passifs autant que possible, en utilisant des fonds et des armements relativement limités que la Chine restreint délibérément afin d'éviter la moindre apparence d'une accumulation de pouvoir à la Wagner. Ces sociétés de sécurité privée opèrent mondialement. En Asie centrale, elles ont travaillé à la protection des oléoducs au Kazakhstan et proposent des services notamment de gardes armés et de protection rapprochée au Kirghizistan. Au Pakistan, elles sécurisent des sites majeurs contre les séparatistes au Baloutchistan, tandis qu'en Afghanistan, elles protègent contre l'État islamique local. En Birmanie, de récents changements législatifs ont autorisé des mercenaires chinois à sécuriser des actifs et infrastructures importants, alors que les soi-disant groupes de surveillance du cessez-le-feu, qui sont arrivés dans des villes autrefois contrôlées par les rebelles après que la pression de Pékin a forcé ces derniers à battre en retraite, pourraient également être composés d'opérateurs mercenaires chinois. En Afrique, ils surveillent donc les projets d'infrastructures dites de la ceinture et la route, de la Libye au Mali, du Kenya à la Somalie, jusqu'au Congo.
Lorsque la Chine souhaite adopter des approches plus cinétiques dans les conflits à l'étranger, elle a clairement montré une tendance à s'appuyer sur des unités sous le contrôle de petits États vassaux subsidiaires. Par exemple, lors de la guerre en Ukraine, malgré le prétendu partenariat sans limite, la Chine n'envoie pas de troupes pour soutenir la Russie. À la place, ce sont des milliers et des milliers de soldats nord-coréens. Ils ne sont pas directement loyaux envers Pékin, mais loyaux envers un régime qui, lui, est fidèle à Pékin. En retour, la conduite de la Corée du Nord en Russie a été fortement restreinte lorsque la Chine l'a jugée nécessaire, les actions et ambitions de la Corée du Nord semblant être limitées par la volonté de la Chine. Ce n'est pas un hasard si les soldats d'un État dépendant de la Chine soutiennent un autre allié de Pékin. Pour être clair, des combattants chinois sont recrutés pour combattre indépendamment pour la Russie. Mais l'implication de Pékin dans cet effort semble se limiter à permettre la présence de contenus de recrutement sur l'Internet interne de la Chine, qui est étroitement surveillé. De même, en Birmanie, la Chine soutient depuis longtemps l'État autonome Hua, une armée ethnique puissante, mieux équipée que la plupart des autres groupes non étatiques du pays. Récemment, l'État Hua s'est impliqué activement pour garantir à la Chine l'accès aux mines de terres rares, sécurisant le territoire et facilitant des opérations minières chinoises urgentes après que les mines autrefois contrôlées par la Chine ont été prises et utilisées par une faction rebelle comme levier. Qu'il s'agisse de soldats nord-coréens ou de combattants de l'État, Hua, ce sont des groupes qui œuvrent ouvertement à la protection des intérêts de la Chine. Mais ils sont aussi en première ligne, là où la Chine préfère éviter d'envoyer ses propres troupes et entrepreneurs. Enfin, il y a le groupe le plus obscur. Des mercenaires internationaux agissent ouvertement pour la Chine ou laissent penser que Pékin les soutient réellement. Parfois, la Chine rachète ces groupes de mercenaires locaux pour assurer les mêmes missions de sécurité et logistique que ses ressortissants assumeraient autrement. Le Cambodge et le Laos abritent plusieurs entreprises locales travaillant pour la Chine, bénéficiant d'une supervision minière et offrant à la Chine la tranquillité d'esprit que si quelque chose tourne mal, ce seront les ressortissants d'un autre pays qui se retrouveront pris entre deux feux. Parfois, cependant, la situation ressemble davantage à ce qui se passe au Soudan, où les vastes intérêts de la Chine sont menacés par une guerre civile brutale en cours. Des sociétés de sécurité chinoises protègent encore ces actifs au Soudan, mais l'essentiel pourrait être l'arrivée d'armes chinoises récentes dans la zone de conflit. Ces armes ne viennent pas directement de Chine. Elles sont donc introduites en contrebande, souvent en grande quantité, via les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis ont fourni divers équipements, des obusiers aux drones d'attaque, aux forces paramilitaires de soutien rapide, les confiant à de nombreux mercenaires internationaux, dont des centaines, voire des milliers, venus de Colombie. Officiellement, la Chine soutient le régime militaire du Soudan dans le conflit civil. Et il n'est pas clair si la décision des Émirats arabes unis de fournir des armes chinoises aux forces de soutien rapide est en accord avec les souhaits de la Chine ou non. Mais entre l'influence économique de la Chine et son rôle de principal fournisseur d'armes aux Émirats arabes unis, il est hautement improbable que de tels volumes d'armes avancées continuent d'arriver entre les mains des forces de soutien rapide sans l'approbation tacite de la Chine. Pour être clair, ici à Warfront, nous ne cherchons pas à établir de lien direct entre Pékin et les forces de soutien rapide du Soudan. Du moins pas aujourd'hui. Mais dans un conflit où d'importants intérêts chinois sont en jeu, dans un monde où la Chine préfère largement voir d'autres ressortissants étrangers se battre et mourir pour garantir la protection de ses intérêts. Le flux des armes chinoises compte aussi. Si la Chine, comme d'autres grandes puissances, peut renforcer des groupes dont les intérêts s'alignent avec les siens, alors elle n'a absolument pas besoin de compter sur ses propres forces mercenaires. Les démocraties peuvent-elles survivre ? Ensuite, cette question quelque peu terrifiante de LCF d'Assor. La démocratie peut-elle survivre face aux régimes autoritaires dans la lutte pour le statut de superpuissance ? Comment les démocraties peuvent-elles s'adapter à cette menace ? C'est intéressant de présenter ce problème comme une question de survie pour les gouvernements démocratiques, et non comme une simple compétition amicale. Mais vous avez raison de faire cette distinction. Dans les années qui ont suivi la guerre froide, il a été très rare que les démocraties occidentales considèrent les luttes pour le statut relatif comme une question de survie. Cette perception d'un risque faible a influencé l'approche occidentale face au concours de puissance.
Mais si, comme vous le dites, les démocraties doivent survivre dans la lutte pour le pouvoir à laquelle nous assistons actuellement, alors peut-être que la façon la plus importante dont elles peuvent s'adapter est de commencer à agir comme s'il s'agissait d'une menace existentielle. Ces dernières décennies, ces démocraties ont supposé l'existence de règles communes dictant le comportement international. Même lorsque les nations luttent pour le pouvoir, elles feront preuve de retenue, agiront diplomatiquement, seront transparentes et traiteront les affaires internationales comme une extension de la société polie. Mais comme ces démocraties auraient probablement dû le reconnaître depuis le début, le reste du monde ne se soucie pas particulièrement de fonctionner selon ces ensembles de contraintes. En fait, si l'on en croit la rhétorique de nations comme la Russie, la Chine, l'Iran et d'autres, le reste du monde n'a jamais vraiment cru que les démocraties occidentales faisaient en preuve de la retenue qu'elles prêchaient. S'ils faisaient pas des preuves de retenue, alors ils créeraient des vides d'autorité et de pouvoir que d'autres nations du monde auraient tant été insensées de ne pas essayer d'exploiter. Aussi simple que cela semble, la première étape pour prendre de l'avance est de reconnaître que vous participez à la course. Les régimes autoritaires prospèrent aujourd'hui dans le monde, ayant su exploiter efficacement les opportunités disponibles. Mais ils ont également pris de l'avance, parce que les démocraties occidentales qui détenaient le pouvoir mondial à la fin de la guerre froide ont été distraites, volontairement autorestreintes et surtout tout simplement complaisantes. Ils peuvent en respecter leur préférence pour la retenue diplomatique et la politesse, où ils peuvent essayer de gagner le jeu géopolitique qui se joue sous leurs yeux. Mais ils ne peuvent pas avoir les deux, dans les coulisses. Ensuite, quelques questions en coulisses. Nous recevons souvent des questions sur notre processus de production et nous avons pensé que cette semaine serait aussi bonne qu'une autre pour en répondre à quelques-unes. Pour commencer, celle-ci vient de Jordi Valentine. Bonjour l'équipe, celle-ci est pour Simon. Comment avance le nouveau studio ? Plutôt bien jusqu'à présent. C'est un gros chantier, un vaste nouvel espace à occuper. Tout installer et faire fonctionner reste complexe. Certains des autres studios ne sont pas aussi beaux pour l'instant, mais tout est en cours de développement. Tu vois ? Il y a ces hauts plafonds et le son, c'est un vrai cauchemar, donc l'aventure continue. Et une autre question du côté de la production de Michael Bossy, 3329. Simon, tu fais un excellent travail sur toutes tes chaînes et engages toujours le spectateur. Merci Bossy. Que dirais-tu est la clé pour faire une vidéo captivante ? Ouf, je n'en connais évidemment pas une seule. Le mérite revient au scénariste, la plupart des idées sont d'eux. Ensuite, je pense qu'en termes de présentation, je suis généralement quelqu'un de plutôt curieux. Je ne veux pas dire intéressant, mais intéressé, c'est-à-dire que je trouve les choses intéressantes. J'aime apprendre tout ce dont je parle dans mes vidéos, donc je pense que ça aide généralement à rendre quelque chose captivant. J'ai déjà fait des vidéos où je me disais « Oh mon Dieu, c'est trop ennuyeux, je m'en fiche ». Et ça se voit. Donc oui, je ne sais pas. Au fur et à mesure que j'ai créé plus de contenu, j'ai simplement orienté les choses vers ce qui m'intéresse. Cela aide, je suppose, ce n'est pas très satisfaisant. Désolé, votre honneur. Terry a fait de son mieux. Classer les dictateurs de l'histoire. Avant de conclure, notre rubrique finale invite brièvement Evan et Maurice à répondre à quelques questions amusantes. Ne vous habituez pas trop au soleil, les gars, je vous enchaîne après. Celle-ci est de Sim Jacaplan. Quel dictateur décédé serait le plus influent et le plus réussi à notre époque ? Je vais encore choisir Napoléon. Sors des sentiers battus, s'il te plaît, dit Evan. Je l'ai dit, je sais qui je vais choisir, et ce n'est pas Napoléon. Ce n'est pas Napoléon aujourd'hui, mais je l'ai déjà choisi pour autre chose, je crois, dit Evan. Je l'ai mentionné dans un autre épisode il y a quelques mois. Mais je dirais que le dictateur de longue date du Portugal, António Salazar, aurait été bien plus efficace et dangereux aujourd'hui qu'il ne l'était à son époque, même s'il était déjà très efficace et dangereux à l'époque. Contrairement à la plupart des dictateurs, Salazar agissait surtout dans l'ombre via le levier financier et économique. Et il se serait régalé avec les systèmes financiers d'aujourd'hui. Je pense que cela fait un parallèle avec la personne que j'ai choisie. Entre la fusion mondiale des grandes entreprises et gouvernements, la montée des réseaux financiers illicites via crypto-monnaie et l'immense économie moderne non réglementée de la zone grise. Cet homme aurait été une force de la nature, dit Maurice. La vérité ennuyeuse, c'est que chaque dictateur est le produit de son époque et ne pourrait sans doute pas exercer le pouvoir autrement. De la même manière qu'ils l'ont fait s'ils étaient nés dans des circonstances différentes, je veux dire, regardez l'ascension de Staline. Pour que l'oncle Joe se retrouve assis à Moscou à superviser la mort de millions de personnes.
Il faudrait d'abord provoquer l'effondrement d'une dynastie impériale séculaire, impliquant la plus grande guerre de l'histoire humaine. Tout a éclaté. Tout ça parce qu'un archiduc quelconque s'est fait tirer dessus. Ensuite, il faut veiller à ce que les bolcheviks gagnent la lutte contre les mencheviks. Ensuite, le leader charismatique, fondateur de l'Union soviétique, doit mourir à 53 ans. Il faut aussi que les autres candidats à la succession de Lénine soient trop faibles ou crédules pour dépasser Staline. Et ensuite, vous comprenez l'idée. On ne peut pas planifier ce parcours professionnel depuis une petite ville reculée de Géorgie. C'est pareil pour la plupart des autres dictateurs que vous pouvez citer sans la Grande Guerre. Hitler était un artiste raté aux idées raciales étranges, Mussolini un simple journaliste, et ainsi de suite. Regardez aussi le monde d'aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose d'inhérent au caractère de Vladimir Poutine qui signifie qu'il était destiné à diriger la Russie ? Ou a-t-il juste profité de l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques qui a plongé tous dans le chaos ? Le dirigeant des années 90 était un ivrogne incompétent, incapable d'instaurer une démocratie stable. Le passage de presque tous les autres États d'Europe de l'Est, sauf la Biélorussie, à une démocratie occidentale suggère la seconde option. Mon choix, c'est encore le gars de Singapour, Lee Kuan Yew. Il était technocrate à l'époque, construisant Singapour en une puissance financière. Et je pense qu'avec la technologie, dans tout ce qu'on a aujourd'hui et les données actuelles, il ferait encore mieux. D'accord, les prises d'otages, et enfin de handel anonymisés. Si vous deviez être captif, 60 jours par un acteur violent non étatique actif, lequel choisiriez-vous comme ravisseur ? Oh mon Dieu, ils sont tous horribles. Je vais laisser Revan commencer. Il dit que c'est vraiment dommage que la Catalogne, assez de violence, n'abrite pas une insurrection active. On pourrait tous faire bien pire qu'un séjour à Barcelone. En considérant mes options, je choisirais sans doute un groupe insurgé du Myanmar, de préférence un qui contrôle un territoire éloigné du front. Par exemple, le canton de Mindat, contrôlé par les Tchos dans l'état Shin, est un lieu où la vie est difficile. Mais il n'a pas connu de combat actif depuis 2021 et n'est pas une cible fréquente de la campagne de bombardement du régime. Il n'y a pas non plus beaucoup de centres d'escroquerie, ce qui signifie qu'il est peu probable que je sois enlevé et forcé de passer le reste de ma vie à extorquer des victimes anglophones à travers le monde. J'aime penser que je pourrais passer quelques mois dans un endroit comme Mindat et me faire quelques amis en chemin. Sinon, une ville comme Maracú, dans la zone contrôlée par l'armée irakienne, possède une histoire culturelle impressionnante et fut la capitale d'un royaume historique. Donc si on m'emmenait là-bas et que mes ravisseurs me permettaient de visiter de temps en temps un site historique, je pense que je pourrais m'accommoder de cette situation. Et oui, j'y ai déjà réfléchi, dit Maurice. Comme Simon nous garde déjà captifs au sous-sol, je doute que l'expérience change vraiment notre vie. Tu as raison, Maurice. Blague à part, je peux plaisanter. Est-ce que je peux être kidnappé par quelqu'un avec qui je suis globalement d'accord ? La Biélorussie compte un petit nombre de groupes de partisans qui mènent des actions de sabotage contre le régime et les forces russes stationnées là-bas. J'imagine que si je me faisais kidnapper par eux, ça consisterait surtout à leur faire un signe de pouce levé après chaque opération et à dire « Bon travail, les gars ». Ils pourraient pour même me laisser sortir. Peut-être que je pourrais taguer un mur à la bombe de peinture. Les Russes rentrent chez eux, comme Graham Chapman dans la vie de Brian des Monty Python. Je n'ai pas de réponse brillante, je vais juste dire « Pas ces putains de types de l'État islamique, n'importe qui sauf l'État islamique. Merci d'avoir regardé.